Nous allons enchaîner de suite sur l'intervention de Anaëlle Maury. Donc Anaëlle Maury est astrophysicienne au CEA et elle est spécialiste de la formation stellaire et planétaire et elle va nous parler donc d'étoiles et de planètes, il n'y a vraiment pas de surprise, et de leur premier balbutiement. Magnéto Michel. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire où tu travailles, ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Anaëlle Maury. Je suis astrophysicienne au commissariat à l'énergie atomique, qui est une unité mixte avec le CNRS, qui s'appelle une unité astrophysique, instrumentation, modélisation. Voilà, et je travaille sur les étoiles et plus particulièrement, je m'intéresse à la naissance des étoiles. Je fais des observations des étoiles qui naissent, que j'essaie de comparer à des modèles pour comprendre la physique qui a lieu quand les étoiles et leurs planètes naissent, en fait, se forment dans notre galaxie. Effectivement, vaste question, on va y revenir dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qui fait que la petite ou la grande Anaëlle est devenue astrophysicienne? Parce que c'est pas forcément commun. Voilà, c'est quoi ton parcours et ton cheminement? Moi, j'ai grandi dans les montagnes, dans les Pyrénées, en fait. Donc, j'ai grandi sous un ciel absolument magnifique. Ah oui, oui. Donc, j'avais toutes les étoiles pour moi l'été dans les montagnes. J'étais assez curieuse, de manière générale. Et puis, quand il a fallu décider quoi faire, j'ai eu la chance d'avoir sur mon chemin un prof de physique qui était passionné d'astronomie, qui m'a initiée à l'astronomie amateur, qui m'a fait découvrir les objets de Messier, les nébuleuses, enfin, tout ce qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, et ça m'a fascinée. Donc j'ai décidé de partir en classe préparatoire et ensuite faire un magistère de physique fondamentale, puis une thèse. Donc j'ai fait ma thèse au CEA ici. En fait, j'ai fait mon magistère de physique fondamentale à l'université qui s'appelait à l'époque Paris 11. Puis j'ai fait une thèse au CEA et ça m'a plu, donc j'ai décidé de continuer parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et donc je suis partie à l'étranger parce qu'on aime bien s'enrichir pour avoir des expériences avec des gens qui travaillent différemment. Donc je suis partie tout d'abord en Allemagne et au Chili pour mettre en place un grand observatoire qui s'appelle ALMA, en fait, qu'on a construit à ce moment-là. Et une fois que ça s'était fait, je suis aussi partie aux États-Unis, à l'université d'Harvard, pour travailler avec des gens sur le champ magnétique. Puis je suis revenue ici, et là, ça fait maintenant 5 ans que je suis de retour en France. À Saclay. À Saclay, voilà. Et dans ton parcours, donc tu dis, c'est au lycée que tu as eu cet enseignant qui t'a un peu passionné? Au collège, d'accord, ouais, donc c'est déjà au collège. Au collège, j'étais toute jeune, et donc, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que lui m'a emmené là, et puis ensuite, je suis allée avec une association d'astronomes amateurs. On est monté dans un observatoire près de Saint-Véran, dans les Alpes, l'observatoire de Château-Renard, qui, en fait, pendant longtemps, était aussi associé à l'observatoire de Paris. Ils ont un petit télescope de 60 cm de diamètre. Grand télescope, oui. Je crois que oui. Voilà, ils avaient, je ne sais pas s'ils l'ont toujours, et donc j'avais 13 ans, donc, et ça pour moi ça a été vraiment le déclic, quoi. Le déclic, et j'ai eu envie de mettre de la physique et de la compréhension derrière tout ça. Je me souviens à l'époque on m'avait posé une énigme terrible, on m'avait dit mais s'il y a des étoiles partout, des galaxies partout dans l'univers, pourquoi le ciel est-il noir? Très bonne question. Très bonne question, n'est-ce pas? Et puis, j'avais pas Internet à l'époque. C'était encore l'époque où on ouvrait les encyclopédies pour trouver les réponses aux questions. C'est ça. Et ça m'avait occupé un petit moment et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui arrivait à me nourrir et qui me donnait beaucoup de plaisir. Donc, je l'ai fait vraiment par plaisir, en fait. J'étais très égoïste sur mon choix de carrière. Toujours, il faut. Et donc là, on a l'impression que tu étais excellente élève, que tu avais un parcours linéaire vers la science, etc. Est-ce que c'était le cas vraiment? Non, non, j'étais pas mauvaise élève, mais j'étais pas une excellente élève. J'étais assez bonne en physique parce que j'avais la compréhension un petit peu des choses, j'aimais bien ça. Mais par exemple en mathématiques, ça passait pas très bien. Je me suis posé beaucoup de questions pendant mon parcours. J'avais aussi envie, je m'étais aussi inscrite en philosophie des sciences. Enfin, j'avais plein d'envies différentes.
Et puis au final, j'étais pas excellente, hein, pour la petite anecdote. Je pense que j'avais fait partie des dernières qui ont été acceptées dans le master d'astronomie à Paris. Et pourtant, je suis sortie de la promo parmi les premières parce que j'ai trouvé finalement l'endroit où m'épanouir. C'est-à-dire que pour moi, les classes préparatoires, etc., c'était peut-être un peu trop académique, justement. J'avais besoin d'un peu plus de créativité dans la manière d'aborder les choses. Et au final, non, je pense pas qu'on me prédestinait. Je pense que si on disait à mon prof de maths de terminale que je suis devenue astrophysicienne, il n'en reviendrait pas. Il n'en reviendrait probablement pas. C'est le cas d'un certain nombre d'entre nous. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner en termes d'études ou comment dire, de s'accrocher ou pas à des jeunes collégiens ou lycéens qui auraient envie, par exemple, de faire de l'astrophysique, mais pas que, qui auraient envie de faire, disons, un type d'études ou de métier plus tard, même si c'est un peu flou, parce qu'on sait que les jeunes, c'est pas facile avec Parcoursup et tout ça quand ils arrivent, par rapport à ce que éventuellement leurs profs, tu vois, tu as donné le bon exemple, s'il y a certains profs qui leur disent, ou leurs parents, ou que sais-je, leur disent, écoute, c'est peut-être dur pour ça, t'es peut-être pas fait pour ça, etc. Est-ce que toi, tu aurais des conseils, évidemment, basés sur ton expérience, quels seraient-ils ? Je crois qu'il faut jamais oublier que les gens voient le monde avec un filtre, hein, comme nous, ce qu'on fait les astronomes, on met des filtres pour voir les différents. Et moi, dans mon parcours, j'ai eu à la fois des gens qui m'ont encouragé, des gens qui m'ont dit que ça allait être compliqué. Et ce qui m'a peut-être un petit peu manqué, c'est d'avoir des modèles féminins. En tout cas, moi, à l'époque, j'ai passé mon baccalauréat en 2001, donc c'était quand même un petit moment. Et ça manquait peut-être un peu de modèles féminins très visibles. Oui. Donc, je me suis assez confrontée à ça, et c'est quelque chose qui m'a questionnée à un moment donné, où j'avais du mal à trouver finalement quelqu'un à qui m'accrocher en me disant, voilà, ça c'est une personne un peu comme moi, un peu normale, mais elle a quand même réussi à faire quelque chose dans cette carrière-là. Donc surtout les filles, c'est encore le cas, on manque encore de modèles féminins dans les sciences dures, on en a de plus en plus, ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que c'est important que les femmes aussi on montre qu'on est là, parce qu'en fait c'est super d'avoir des femmes dans des équipes, des femmes et des hommes en fait, ce qui est super c'est d'avoir les deux. Exactement. Donc il faut s'accrocher, surtout les filles, moi je vois beaucoup de filles qui ont envie, et puis qui souvent à la fin du lycée, quand elles commencent les études supérieures, elles sont pas très sûres, pour plein de raisons, parce que c'est des études longues. Alors c'est compliqué les études longues, et ça veut dire qu'effectivement il y a un moment où si on a des envies de fonder des familles, etc., il y a des choix qui doivent être faits, on peut pas toujours tout faire, mais en fait moi j'ai pas d'enfants, mais j'ai des collègues, des amis qui sont devenus astrophysiciennes, qui ont des enfants pendant leur thèse. Donc il faut pas s'arrêter à ça. Voilà, il faut en fait, je crois que tant qu'on prend du plaisir et qu'on a envie, il faut le faire. Voilà. Mais ça, c'est vrai pour tout dans la vie. Exactement. Oui, je crois que c'est un bon message pour tout le monde. Alors donc, tu parlais au début donc des étoiles, comment elles se formaient, comment les planètes comme la nôtre sont arrivées là. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que toi tu fais, et puis peut-être plutôt comment tu pourrais nous expliquer à des gens qui ne connaissent pas forcément, comme moi par exemple, les subtilités de la formation stellaire ou des systèmes planétaires. Par quoi tu commencerais pour nous expliquer comment en fait tu répondrais à la question d'où nous venons? La première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait il y a des planètes partout. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas vraiment il y a encore une vingtaine d'années. On commençait à s'en douter, mais c'est vraiment récemment. On a envoyé des satellites pour observer justement les exoplanètes, donc les planètes qui ne sont pas autour dans notre système solaire, qui sont autour d'autres étoiles, on les appelle des exoplanètes. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment, quasiment toutes les étoiles ont des planètes, et que probablement, en fait, toutes les étoiles ont plusieurs planètes, un peu comme notre système solaire. Et que donc les conditions d'apparition de la vie, si on pense que la vie ne peut se développer que sur une planète, ce qui est quelque chose, c'est un postulat qu'on fait aujourd'hui, peut-être que c'est faux, sont probablement beaucoup plus fréquentes que ce qu'on pense dans la galaxie. Et donc si on veut comprendre un petit peu ce qui permet de créer des planètes à partir de gaz et de poussière, qui est la matière primaire, on est tous en fait faits
de la poussière d'étoiles, hein, comme je pense que c'est Carl Sagan qui disait. Ou c'est Uberis, mais peut-être, oui. Tout ça, en fait, comment est-ce qu'on passe de cette poussière qui est créée par les étoiles à former des planètes, qui sont des entités, soit rocheuses, soit gazeuses, mais sur lesquelles on va pouvoir développer une atmosphère, développer de la vie, etc. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on forme autant de planètes, en fait, si on veut vraiment comprendre ça. Alors, pardon de te couper, tu parlais de poussière. Est-ce que tu peux préciser, parce que la poussière qu'on a dans notre cuisine ou dans notre salon, alors c'est quoi la différence la poussière des étoiles dans ce cas spécifique et la poussière qu'on a dans la vie quotidienne? Oui, en fait, donc dans notre galaxie en moyenne, pour 1 gramme de gaz, il y a 1/100 de gramme de poussière. Donc, et tout ce qui est poussière, c'est tout ce qu'on appelle... c'est tout ce qui sont des agrégats, en fait, à partir qui sont faits soit de silicate ou de fer, enfin, tout ce qui sont les métaux qui sont formés, en fait, au cœur des étoiles. Ensuite, lorsque les étoiles meurent, elles rendent tous ces composants chimiques, donc ces métaux, etc., dans le milieu qui les entoure. Et ensuite, ces métaux, dans certaines conditions, ils vont s'agréger avec du carbone, avec des chaînes carbonées, etc. Et ça va faire ce qu'on appelle des poussières. Donc nous, tout ce qui... Bon, pour les astrophysiciens, c'est terrible parce que tout ce qui n'est pas du simple, gaz... astrophysique, voilà, en fait. tout ce qui n'est pas du gaz et de la poussière. Et tout ce qui est plus... tout ce qui est plus lourd, en gros que l'hélium, voilà. On va peut-être aller quand même jusqu'au carbone, c'est des métaux. Voilà. Donc effectivement, il y en a très très peu dans l'univers en fait, ces autres composants, hein, c'est le principe. Mais par contre, ce sont eux qui pendant les phases où le gaz en fait à certains endroits dans la galaxie va commencer à se contracter parce qu'il a une propre gravité. On a ce mélange de poussière et de gaz qui va réussir à un certain moment à avoir une densité telle qu'on va commencer à pouvoir faire des réactions nucléaires, à former une étoile. Ouais. Donc ça, c'est un processus qui est assez compliqué, il ne faut pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est ça, et c'est qu'en fait, donc, la raison pour laquelle on trouve des planètes autour des étoiles, autour de quasiment toutes les étoiles, c'est parce que, en fait, nous sommes les déchets de la formation stellaire. En fait. Donc, si je résume, donc pour une recette, donc du gaz, c'est quoi? C'est l'hydrogène, des choses comme ça, voilà. La poussière, donc des atomes un peu plus lourds qui se mettent en bloc. On mélange tout, on laisse. Alors, c'est pas nous qui tournons, mais ça tourne tout seul. C'est la gravité. On attend. 100 millions d'années, enfin je sais pas combien. Ça dépend. On pense aujourd'hui que le temps de collection de cette matière jusqu'au moment où on commence à former la toute première graine d'étoile au centre, c'est de l'ordre à peu près d'1 million d'années. Ah oui, donc c'est très, très rapide à l'échelle de l'univers. Hein. Et ensuite, quand on commence vraiment... Oui, à l'échelle de l'univers, c'est très rapide. À notre échelle, nous, c'est rien, mais à l'échelle de l'univers, c'est extrêmement rapide. Et dès que la matière s'est suffisamment concentrée pour que, en fait, donc, sous l'effet, si on parle juste de la gravité, sous l'effet de sa propre gravité, elle va se concentrer. Et donc au centre, on va atteindre des densités telles qu'on va commencer à avoir des réactions nucléaires. Et cette étoile, cette proto-étoile, on appelle ça, parce qu'au début, c'est vraiment... elle fait même pas la masse de la Terre au tout début, elle fait toute petite. Elle va continuer, elle par contre, elle a un potentiel gravitationnel, hein, et donc elle va continuer à accréter la matière, et plus elle accrète de la matière, plus elle va briller, et plus elle va briller, plus au bout d'un moment elle va commencer à chauffer le gaz qui l'entoure, et il y a un moment justement, une espèce d'équilibre, où le gaz qui est entouré, cette étoile qui est en train de se former, n'arrive plus à tomber. Parce que soit cette étoile, elle a des vents, en fait, donc le fait qu'elle ait une activité, qu'elle ait du magnétisme, etc., ça crée des vents autour de l'étoile, donc elle va recommencer à repousser le gaz qui reste. Et donc ce gaz qui reste, c'est ça qui va former les planètes, en fait. Donc le vent, donc on est dans un espace vide, donc le vent, c'est plutôt un flot de particules, c'est pas de l'air comme on a sur Terre. Non, et c'est un terme de vent. Ça, c'est un terme de vent, c'est un flot de particules. Après, les étoiles, elles aiment se former dans des endroits qui sont très froids. Alors c'est bien étrange, hein, parce qu'on imagine les étoiles comme vraiment des choses très chaudes. On nous parle toujours 6000 degrés à la surface du Soleil.
Mais en fait, les étoiles, elles aiment se former dans les environnements très froids. Et donc, dans les environnements très froids, le gaz, il est sous forme de molécules. Il n'aime pas rester atomique dans les environnements très froids. Et donc, en fait, ce gaz qui forme l'étoile est principalement sous forme de molécules. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que ces molécules qui sont contenues dans le gaz, qui forment l'étoile, ce sont elles aussi qui vont rester autour de l'étoile une fois que l'étoile s'est formée. Et donc, c'est tout cet ensemble de molécules, en plus chauffées par le rayonnement de l'étoile, donc avec une chimie qui va se mettre en place, des molécules qui vont commencer à réagir entre elles, qui vont, à un moment donné, commencer à former des planètes dans ce qu'on appelle un disque. Alors, pourquoi est-ce qu'on forme on les voit partout, ces disques, on a des images depuis très longtemps de ces étoiles jeunes. Alors, quand je dis étoiles jeunes, ce sont des étoiles qui ont entre 1 et 10 millions d'années. Donc, pour nous, c'est des temps incroyables, mais une étoile vit beaucoup plus longtemps que ça. Donc, ce sont vraiment des étoiles qui sont très, très jeunes. Une étoile comme notre Soleil, elle va vraiment vivre des milliards, des dizaines de milliards d'années dans certains cas. Donc là, on est sur des étoiles qui ont entre 1 et 10 millions d'années et qui sont donc encore jeunes. Et on en voit depuis très longtemps des disques. Ce qu'on appelle des disques, c'est comme un frisbee, en fait, ce qu'on lance sur la plage l'été. Donc c'est vraiment une structure plate, comme une assiette, autour de l'étoile. Et au début, ces disques, on les voyait en négatif, en fait. C'est-à-dire qu'on voyait les étoiles en lumière visible, donc la lumière que voient nos yeux. Et on voyait des bandes sombres qui traversaient ces étoiles. On ne comprenait pas d'où ça venait. Et au fur et à mesure, les gens, justement, ont compris que ces bandes sombres, c'était parce qu'il y avait un disque, donc il y avait l'étoile qui émettait sa lumière directement, mais il y avait un disque qui était présent autour et qui, lui, était tellement dense qu'il absorbait toute la lumière visible. Exactement. Et c'est que récemment qu'on a vraiment pu faire des études de ces disques, parce que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on les observe avec des photons qui sont produits par ces disques eux-mêmes, pas les photons de l'étoile. Et ça, pour ça, il faut aller regarder ces disques dans les longueurs d'onde infrarouges ou radio, donc de l'ordre des ondes qu'émettent vos téléphones. Oui. Donc ces disques, en fait, ils émettent des ondes radio. Donc en fait, il faut les écouter, il faut les écouter dans ces domaines-là. Donc tu disais, le disque, c'est finalement les miettes le résidu de la formation des étoiles. Donc c'est un phénomène très commun et qui arrive tout le temps. Alors, on ne sait pas si toutes les étoiles ont des disques. On a une grande question. On sait que la plupart des étoiles, que ça va être très difficile de ne pas former des disques autour des étoiles comme notre Soleil. Par contre, on sait que les étoiles qui sont très massives, donc il y a une toute petite partie des étoiles qui sont très très massives. On connaît des étoiles qui font 100 fois la masse du Soleil. C'est des monstres. Il y en a très très peu, mais il y en a. Et donc, par contre, toutes les étoiles qui font plus d'une dizaine de fois la masse du Soleil, elles, on ne sait pas trop si le disque peut survivre, en fait, parce que ce sont des étoiles qui émettent justement énormément de radiation et qui vont avoir tendance à vraiment souffler le disque. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir être stable, ce disque, il va être très chaud et il va être ionisé, il va être soufflé. Donc, pour les étoiles très massives, on n'est pas très sûr. Par contre, pour les étoiles de type naine, c'est les étoiles comme notre Soleil. En fait, notre Soleil est une petite étoile. Alors, pour elles, on se rend compte que quand on les cherche, on les trouve souvent quand même. Donc, il y a de grandes chances qu'ils soient là, qu'ils soient là tout le temps. Une des questions qu'on se pose, c'est à quel moment ils commencent à se former et surtout, à quel moment ils commencent à former des planètes en leur sein. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe, c'est que donc, ces disques, donc c'est comme une assiette qui tourne autour de l'étoile. Oui, mais une assiette, c'est solide, alors que là, c'est gazeux. C'est gazeux, donc il se passe des choses. Donc, il se passe exactement, surtout que l'étoile, en fait, interagit avec son disque par des champs magnétiques, par de la radiation, etc. Donc il y a plein de processus aussi chimiques qui se passent dans le gaz, ce qu'on appelle des lignes de glace. Donc on peut imaginer que dans le disque, si on est très proche de l'étoile au centre, il va faire très chaud. Puis si on est plus loin, il va faire plus froid. Mais en fait, c'est pas aussi simple que ça non plus, parce que souvent ces disques, c'est pas vraiment comme des frisbees, ils sont évasés. Donc en fait, la surface du disque est un peu comme un bol, et en général, elle est très chaude. Et puis au centre du disque, c'est pas chauffé par l'étoile et c'est très froid. Et donc il y a plein de processus qui se mettent en place. Et quand il y a des processus chimiques, on sait que souvent ils peuvent être soit endothermiques ou exothermiques. Donc soit ils ont besoin d'énergie pour se faire, soit ils en relâchent. Donc il y a des endroits dans le disque
où il va y avoir des conditions très particulières. D'un coup, il va faire plus chaud, ou d'un coup, il va faire plus froid. Donc la pression va tomber, parce que température, pression, tout ça est lié. Et ça, c'est des bonnes conditions pour former des planètes, en fait. C'est-à-dire qu'on va pouvoir concentrer à un endroit, par exemple, quelque chose à haute pression. Oui. Et donc, mettre plus de particules de poussière ensemble et former des planètes à certains endroits. Et maintenant, on a les premières images vraiment, depuis quelques années, là, avec ALMA, justement. Oui. On a des images magnifiques de ces disques où on a vraiment détecté des sillons dans les disques qui pourraient être, ça reste encore à prouver, l'endroit où se forment les planètes, et les planètes se forment dans le disque et récupèrent la matière au fur et à mesure, elles grossissent. Oui, puisqu'elles grossissent, donc elles accaparent la matière, donc ça fait une sorte de trou, d'où ces fameux sillons. Et donc, pour revenir sur le côté observationnel, donc avec ALMA, donc un radiotélescope au Chili qui observe dans les ondes très, très rouges, voire millimétrique, ça s'appelle, c'est le terme, comme tu disais les téléphones, mais c'est aussi les micro-ondes, ce qu'on a dans les micro-ondes. Donc maintenant, on arrive à voir en positif l'étoile, et grâce à ces ondes très, très froides, très longues, on arrive aussi à voir en positif donc ces disques. Et qui sont, alors ils sont tout petits ces disques, parce que déjà une étoile c'est très dur à voir, à résoudre, mais alors ces disques ça va être monstrueusement petit, donc il faut ces grands télescopes sur des dizaines de kilomètres. C'est pour ça que c'est assez récent, ces observations, on peut les voir et les étudier, c'est parce que alors c'est peut-être un petit peu technique, mais ce qu'on peut séparer, donc quand on regarde quelque chose... Il y a des détails qu'on peut voir. Voilà, il y a des détails qu'on peut voir, et plus le télescope est grand, plus ce qu'on peut voir va être petit, en fait. C'est le principe de tous les systèmes optiques, mais bon. Et dans le domaine radio, qui est le domaine où ces disques, effectivement, émettent de la lumière et où il faut les regarder, on est à des longueurs d'onde qui ne sont pas très favorables, parce qu'à ces longueurs d'onde-là, en fait, le même télescope, si on l'utilise pour observer quelque chose dans le visible ou en radio, en imaginant que l'objet émet dans les deux et que le télescope est capable de faire les deux, ce qui est rarement le cas, il va être capable de résoudre, de voir des milliers, voire même millions de fois plus de détails dans le domaine visible que dans le domaine radio. C'est juste une propriété. Parce que les ondes radio sont beaucoup plus de fois plus grandes que les ondes visibles. Et donc, dans le domaine radio, on a énormément de mal à voir des détails. Et donc, pour faire ça, il faudrait qu'on construise des télescopes qui font des kilomètres de diamètre. Et ça, c'est pas possible. Structurellement, c'est pas possible. Et on a une petite astuce, du coup, c'est ce qu'on appelle l'interférométrie, c'est-à-dire que plutôt que de construire ces immenses télescopes de 10 km de diamètre, qui sont impossibles à construire, on prend plein de petits télescopes, on les sépare et on combine le signal entre eux. Et donc ça, c'est ce que fait ALMA. Et ALMA, c'est le premier télescope dans les domaines radio qui a permis d'atteindre des lignes de base, donc des distances. On arrive à combiner le signal entre deux télescopes qui sont séparés de 15 km. Donc ça nous fait l'équivalent d'un télescope de 15 km de diamètre. Et en fait, on est capable de résoudre l'équivalent de la distance Terre-Soleil dans des étoiles qui font partie des étoiles les plus proches autour de nous. On peut voir si la Terre et le Soleil émettaient en radio, ce qui n'est pas le cas, pas à ces longueurs d'onde-là en tout cas, on serait capable de détecter une Terre, une exoplanète qui a la distance de la Terre au Soleil autour de son étoile. Oui, ça c'est assez exceptionnel. Alors donc, tu nous as expliqué comment se forment les étoiles, comment pourraient se former dans les disques autour des étoiles les planètes. Quand on parle d'exoplanètes, les gens pensent souvent aux planètes habitables, bien sûr, mais j'imagine qu'il y a plein de types de planètes qu'on peut former. Donc est-ce que toi, tu as une idée, tu pourrais nous expliquer la diversité des systèmes planétaires? Est-ce que ça peut s'expliquer avec cette forme bizarre des disques là, qui sont évasés, chauds sur les bords, froids au centre, etc. Une sorte de pancake un peu tordu. Voilà, comment les planètes émergent en fait de tout ce gaz et cette poussière? Alors c'est un grand mystère. Ah. On a zut. Bah non, nous on aime ça les mystères. Je sais bien. Mais, en fait, ce qui est complètement fou, c'est que jusqu'à il y a 2-3 ans, on était persuadé que les planètes se formaient une fois que l'étoile était formée et que le disque avait été formé. On pensait qu'elles se formaient environ 2-3 millions d'années après l'étoile. Ouais. Et puis, les observations qu'on a faites ces derniers temps, il faut qu'elles soient confirmées, évidemment, mais semblent suggérer un scénario assez différent de formation des planètes.
où les planètes peut-être se formeraient beaucoup plus tôt, quasiment en même temps que l'étoile, en fait, déjà dans le premier disque qui se forme. Et donc ça chamboule complètement tous nos scénarios de formation, d'évolution planétaire. Donc c'est vraiment, pour l'instant, un point dur sur lequel on travaille. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les scénarios doivent être révisés. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que de toutes les manières, ces planètes, c'est des voyageuses. Oui. Les planètes, elles n'aiment pas rester là où elles sont nées. Oui. Voilà. C'est comme les étoiles. Les étoiles aussi, elles bougent dans une galaxie, etc. Mais alors les planètes, elles vont se former à un endroit dans le disque. Et puis elles vont interagir, en fait, elles vont sentir comme une espèce de force de marée, en fait, entre le matériel du disque et elles-mêmes. Ce qui va faire que, quel que soit le moment où on les forme, quasiment, quelles que soient les conditions dans lesquelles on les forme, elles vont voyager dans les disques. Déjà, la première chose. Donc, selon à quel moment elles vont se former, elles vont voyager plus ou moins. Certaines, plus elles sont massives, plus elles vont avoir tendance à voyager. Alors les Jupiter, elles font des allers-retours. Dans les modèles, on voit des modèles avec des planètes comme Jupiter qui s'approchent très très proches de leur étoile, qui repartent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on va avoir tendance à former plus des planètes de type gazeux un peu plus loin dans les disques, et plus des planètes de type rocheux, peut-être un peu plus près de leurs étoiles, tout simplement parce que dans ces disques, effectivement, comme je disais avant, il y a un mélange de gaz et de poussière, et que le gaz, il ne ressent pas le chauffage de l'étoile comme la poussière. Et que donc, il va avoir tendance à rester plutôt dans les endroits un peu plus froids, parce qu'il va, en fait, il va carrément se coller sur la poussière dans les endroits plus froids, et donc on le maintient comme ça, sinon le gaz est soufflé par la radiation de l'étoile. Et en fait, il faut savoir quand même qu'on a détecté de l'eau autour d'étoiles qui sont en train de se former. On a détecté de l'eau, on a détecté des sucres, donc qui sont les toutes premières briques, alors il ne faut pas non plus trop extrapoler, mais de l'ARN en fait, de la matière organique. Et donc en fait, selon à quel endroit dans le disque la planète va se former, elle va rencontrer différents types de gaz, différents types de molécules, et elle va être capable d'accumuler différents types de matériel. Et ça, pour l'instant, on n'a pas de modèle qui nous dit si on forme à un temps T une planète à un rayon R, alors on va finir avec des grenouilles sur cette planète. Non. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, on va être capable de former des systèmes planétaires aussi diversifiés que celui qu'on a dans notre propre système solaire. Assez facilement, a priori, vu la grande diversité des conditions, non seulement d'étoile à étoile, mais aussi à l'intérieur d'un même disque, puisque au final, ces disques, quand ils commencent à former des planètes, ils pourraient être beaucoup plus massifs et beaucoup plus de matériel que ce qu'on pensait, et donc avec une très grande diversité de compositions chimiques, en fait. Si je t'avais posé ces questions-là il y a 25 ans, donc avant 1995, donc détection de la première exoplanète, qui a donné un prix Nobel à Mayor et Kellos pour la première moitié et Jim Peebles pour la cosmologie pour la deuxième. Donc on pensait il y a ça 25 ans que notre système solaire était le seul système, quand on prenait un disque, on arrivait à ce résultat-là. Donc est-ce que tu peux nous commenter sur le fait que ces progrès qui ont été faits, tu dis les planètes se baladent, alors évidemment sur des longues échelles de temps, si on ne les voit pas passer comme ça, de toute façon personne ne les voit passer, mais voilà, c'est sur dans les modèles, si, c'est ça. Oui, parce qu'ils sont accélérés. C'est ça. Mais effectivement, est-ce que les modèles avec migration des planètes arrivent à peu près à expliquer la diversité qu'on observe aujourd'hui entre les Jupiter chauds qui tournent en quelques heures, les planètes qui glacé côté nuit, qui magma côté jour, etc. Est-ce qu'on arrive à peu près à s'y retrouver, ou il y a encore des inconnus? Tu évoquais les inconnus de comment ça se formait, mais il y a encore des questions là-dessus aussi. Je crois qu'il y a 25 ans, on avait une vision encore... nous, les humains, on a des visions très anthropocentristes. N'est-ce pas? Donc, c'est bien, régulièrement, on se repositionne un petit peu. On se prend des grosses baffes. Voilà, exactement, on se prend des petites claques en se disant, non, il n'y a pas que toi. Donc, effectivement, c'est autant avant, on pensait que tout tournait autour de la Terre, puis autour du Soleil, et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a probablement des planètes partout. Que la diversité est probablement présente.
les modèles à l'heure actuelle, moi j'ai tendance à dire, je suis une observatrice, puis on a toujours cette petite bataille entre les gens qui font des modèles, les gens qui font des observations. Les modèles sont faux par définition. Le but dans la vie des observateurs, c'est de montrer aux modélisateurs qu'ils ont faux. Je partage cet avis. Voilà. Donc un modèle est toujours faux. Un modèle n'est qu'une description limitée de la réalité avec les outils et la physique qu'on a à un moment donné. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'existe pas de modèle de jeunesse planétaire, comme on appelle ça, c'est-à-dire pour expliquer vraiment de bout en bout, qui est capable, ne serait-ce que de reproduire les propriétés de notre propre système solaire. Et en fait, plus on regarde dans les détails, plus on se rend compte qu'il faut faire appel à des processus fins. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 25 ans, les gens n'auraient jamais pensé qu'il fallait faire de la chimie pour comprendre la physique, par exemple. Enfin, on se fichait un peu des chimistes en disant oui, bon, ils mettent des trucs dans leur éprouvette, ça fait pouf, quoi. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que, notamment dans les disques, si on ne prend pas en compte les processus chimiques, qui, comme je disais, vont libérer de l'énergie, c'est impossible d'expliquer la physique. Et donc, il y a des processus fins qui se mettent en place. Le magnétisme, on sait que c'est devenu quelque chose de très important aussi pour expliquer les propriétés de ces disques. Et on progresse, mais clairement, les modèles ne sont pas capables de décrire toute la diversité de la chimie et la physique qui a lieu dans ces environnements. Donc tu évoquais que c'était assez interdisciplinaire, puisque même la chimie est invoquée en physique, ce qui est effectivement très important. Tu as parlé de l'eau un petit peu, je pense que ça peut intéresser ceux qui nous écoutent, de l'eau et puis des acides aminés, enfin des sucres, etc. Est-ce qu'il y a de l'eau partout dans la galaxie, l'univers ? Est-ce que c'est une exception ? C'est quoi, toi, ta vision Alors, ça, ce sera une question qui aura probablement des réponses un peu plus affirmées une fois que le télescope qui s'appelle le James Webb aura été lancé, on l'espère bientôt. Mais déjà, il y a eu quelques missions en fait qui se sont intéressées à détecter de l'eau. Il y avait déjà ISO il y a très longtemps. J'ai fait ma thèse dessus, voilà, donc c'est il y a très longtemps. Très longtemps. Il y a Herschel plus récemment aussi qui s'est penché là-dessus. Avec ALMA, les gens aussi essayent de détecter les signatures de l'eau. Et en fait, l'eau a l'air d'être présente partout où on la cherche, en petite quantité. Et elle est très importante. Pourquoi ? C'est pas. Alors, on se fait une idée de l'eau pour l'apparition de la vie, mais en fait, l'eau qui est autour des protoétoiles, c'est probablement pas exactement celle qu'il va y avoir dans des atmosphères planétaires. Il y a des études récentes qui suggèrent que c'est le même type d'eau dans les comètes qu'on a dans notre système solaire que celle qui a été détectée effectivement dans ces objets très jeunes. Mais néanmoins, il ne faut pas penser que la molécule d'eau, elle est là au début et puis En fait, l'eau est très importante. Pourquoi ? Parce que l'eau forme des glaces. Et que pour faire de la chimie dans ces environnements que nous, on appelle denses, mais attention, quand moi, je vous dis depuis le début, tout ça, c'est très dense, c'est moins dense que si je prenais une feuille de papier et que je la disséminais au travers de cette pièce. D'accord ? Donc, c'est des densités extraordinaire pour un milieu astrophysique, mais en fait, pour nous, c'est tout petit. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile de faire de la chimie en phase gazeuse. Et c'est donc, très dilué, en fait. En fait, ce qu'on appelle dense, c'est très dilué, mais ces particules ne sont soumises qu'à leur gravité. Donc, en fait, ça marche très bien de mettre très peu de particules, très peu d'atomes, de molécules, ce que j'appelle des particules de manière générale. Et donc, pourquoi l'eau ? Parce que l'eau, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se poser sur les grains de poussière. Elle va faire des glaces. Parce que s'il fait très froid, dans ces environnements-là, il fait moins de 200 degrés. Et ces glaces, en fait, vont être l'endroit où ça va être possible de faire de la chimie. Pourquoi ? Parce que la probabilité de se rencontrer dans l'espace, là, dans ce gaz très peu dense, et de faire des réactions est très faible. Et ce qui va se passer, en fait, c'est qu'il va y avoir des réactions qui vont se faire à la surface de ces glaces. Et le fait que ces glaces soient là, elles vont pouvoir permettre de garder les molécules à l'intérieur d'elles et de les protéger d'une certaine manière, de faire de la chimie avec des radicaux à la surface des glaces et de les relâcher dans le gaz uniquement quand elles vont être chauffées, quand elles vont s'évaporer. Une sorte de frigo / éprouvette qui permet de faire des réactions. C'est une éprouvette. Autour des étoiles jeunes, dans les disques, pour former des planètes, il nous faut absolument des glaces. Alors des glaces d'eau et des glaces de monoxyde de carbone. Ce sont les deux principaux types de glaces dont on pense qu'elles sont présentes. Et justement, normalement, avec ce nouveau télescope, le James Webb, on devrait être capable de regarder dans les glaces. Pour l'instant, on n'est pas capable de regarder dans les glaces. On est capable de regarder dans le gaz et donc d'extrapoler
en fonction de ce qu'on voit dans le gaz, de ce qu'il doit y avoir dans les glaces. Mais pour l'instant, on n'a jamais vu, en fait, ce qu'il y a vraiment dans les glaces. Et est-ce que vraiment toute cette chimie, elle vient de là. Et donc, il y a une vraie attente pour ça, parce que ça nous donnerait vraiment un scénario plausible pour ce qui est de la construction et des premiers sucres, des premiers acides aminés. Moi, j'aime pas trop dire ça parce que je trouve que c'est un peu extrapolé, mais effectivement des molécules complexes, et qui ensuite, si on les incorpore de manière très précoce justement dans des planètes, vont peut-être expliquer les premières briques de la vie telles qu'elles se sont développées. Donc je pense qu'effectivement, on n'a pas fini d'être étonné. Et par ailleurs, l'eau, on la trouve dans plein de galaxies extérieures. On en voit partout, mais dans les mêmes conditions que tu évoques. En toute petite quantité. En toute petite quantité, mais ça suffit. C'est ça qui est fou, en fait. C'est comme en cuisine. Des fois, il suffit de rajouter un petit grain de sel pour que les blancs en neige prennent. Et là, l'eau, elle est très peu présente, mais elle est suffisante probablement pour être un vecteur important de complexité moléculaire. Alors, tu as évoqué à plusieurs moments la notion de magnétisme et de champ magnétique, donc ça a l'air d'être un peu, c'est comme la pincée de sel en cuisine, il en faut un peu, mais s'il n'y en a pas, il n'y a rien qui marche, mais s'il y en a, ça marche. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? C'est un peu énigmatique. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a? À quelle échelle? À quoi ça sert? Ça se débrouille tout seul, mais comment nous, on pense que c'est utile? Alors, c'est quoi cette histoire de champ magnétique? C'est quoi un champ magnétique déjà? C'est rigolo parce que pendant des années, les astrophysiciens, on se faisait des blagues entre nous. Quand il y a quelque chose qu'on ne comprenait pas, on disait que c'était le champ magnétique. C'était vraiment quelque chose qui n'avait pas été contraint et dont on n'arrivait à rien dire. On sait à l'heure actuelle que le champ magnétique est présent à toutes les échelles dans l'univers. Donc il y en a sur Terre, ce qui crée la boussole, etc. Donc voilà, exactement. S'il n'y avait pas de champ magnétique sur Terre, on n'aurait probablement plus d'atmosphère, puisque c'est le champ magnétique autour de la Terre qui protège notre atmosphère des tempêtes solaires, notamment. C'est ce qui s'est passé sur Mars. Oui. Je ne suis pas une spécialiste de Mars, mais ma compréhension, c'est que comme la planète n'est plus vivante, elle n'a cessé de créer son champ magnétique, elle a perdu son atmosphère. Donc c'est aussi ce qui fait quand on prend un aimant et qu'on voit des lignes de champ, quand on met un peu de limaille de fer autour. Le champ magnétique, c'est ce qu'on voit finalement quand on utilise une boussole, on utilise le fait justement. Et alors la propriété donc ce champ magnétique, on sait qu'il est présent sur Terre, il est présent dans le Soleil. Les étoiles en fait créent leur propre champ magnétique aussi par des effets dynamo avec justement en générant des champs grâce à toute une structure interne qui est trop compliquée probablement, même moi je ne saurais pas décrire en détail. Mais on sait aussi que les endroits où se forment des étoiles sont pleins de champs magnétiques. Il y a le satellite Planck qui a volé il y a quelques années, qui nous a fourni des cartes magnifiques du champ magnétique dans la galaxie. Et ce qui est compliqué avec le champ magnétique, c'est que contrairement à toutes la plupart des observations astronomiques, c'est plus vrai maintenant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui n'émet pas de lui-même. C'est-à-dire que quand on regarde une étoile, on reçoit les photons qui ont été émis par l'étoile. Donc on la voit, on a un messager direct émis par l'étoile qui nous arrive dans nos petits récepteurs qui sont nos prunelles. Le champ magnétique, il n'émet pas, et l'unique manière de le détecter, il est partout. Il a une énergie qui est relativement grande dans certains objets, mais l'unique manière de le détecter, c'est de voir comment il interagit justement avec la matière et avec les champs de rayonnement avec lequel il est couplé. Donc il faut l'imaginer un petit peu... moi, quand je l'imagine un petit peu comme le grain d'une toile, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, au final, tant que la toile, elle est blanche, on ne le voit pas. Et puis, par contre, dès qu'on va commencer à mettre un peu de peinture dessus, etc., vu que la peinture va s'accrocher au grain de la toile différemment, on va voir des espèces d'effets de relief. Mais donc, on ne va pas voir le grain lui-même. Ce qu'on va voir, en fait, c'est comment la peinture s'accroche au grain de la toile. Et le champ magnétique, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que le fait que des particules sont chargées, certaines particules sont chargées, et donc elles vont interagir avec le champ magnétique, donc elles ne vont pas se déplacer de la même manière si elles traversent un champ magnétique qui est orienté d'une manière ou d'une autre. Et donc regarder justement comment ces particules chargées se comportent, ça permet de tracer le champ magnétique.
Ce qu'on utilise beaucoup pour la formation des étoiles, c'est encore une fois les grains de poussière. On les aime beaucoup. C'est ça. C'est ça. On passe notre temps à regarder, à étudier la poussière parce que ces grains de poussière, ils sont jamais complètement parfaits. C'est vraiment des petits agrégats de... Et ils vont avoir tendance, parce qu'ils ont l'énergie cinétique, donc il faut les voir un petit peu comme une toupie, en fait. On peut imaginer, voilà, ou le... Toupie, voilà, mais ça tourne, voilà. Je savais bien qu'on s'en servirait. Voilà. Et quand à cause de l'énergie cinétique, ils vont avoir tendance à s'aligner justement plus dans une certaine direction. Donc tous ceux qui ont utilisé cet objet, dont je ne connais pas le nom, j'ai vu tout le monde jouer avec. C'est un hand spinner. Voilà. Le savent. Donc effectivement, ça permet de... On sent vraiment qu'il y a une résistance lorsqu'on tente de s'opposer en fait à la direction de l'énergie cinétique qui est dans cet objet, enfin du moment cinétique, ce qu'on appelle le moment cinétique. C'est ça, oui. Et donc les grains, ils sont pareils, c'est-à-dire comme ils sont fait bousculer par d'autres grains, par des atomes, ils bougent en fait sur eux-mêmes, et donc ils ont un moment. Et comme ces grains, justement, ont un moment, en plus ils sont chargés, etc., ils vont vraiment avoir tendance, quand ils trouvent une ligne de champ magnétique, à s'aligner le long de cette ligne. Et ça, c'est un effet qu'on connaît depuis longtemps, mais qu'on utilise, parce que si tous les grains s'alignent avec leur partie la plus longue dans la même direction, la lumière qu'ils vont émettre, ces grains, donc l'émission thermique qu'on utilise pour tracer les objets, elle est polarisée, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire qu'il y a plus d'énergie dans une direction que dans l'autre. Et en traçant la polarisation de ça, on arrive à remonter et à faire des cartes du champ magnétique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau qu'on fait aux échelles des disques et des proto-étoiles seulement depuis quelques années. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, il y a du champ magnétique partout. Mais que non seulement il y a du champ magnétique partout, mais il n'est pas distribué de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'il a vraiment il est vraiment organisé à l'échelle de ces objets, et que donc un des résultats, je pense, qui nous a beaucoup interpellés ces dernières années, c'est que le fait que ce soit magnétisé dans les étoiles en train de se former, ça influence énormément la taille justement des disques qu'on peut former autour des étoiles. Et d'un côté, ça nous aide parce qu'on forme des disques plus petits qui ont plus la taille typique du système solaire et pas des disques immenses. Mais d'un autre côté, il y a un autre problème qui est le problème de où est-ce qu'on met toute cette énergie magnétique, parce qu'en fait, elle est conservée et on sait que les étoiles, elles ne sont pas magnétisées à ce point-là. Donc c'est toujours la même chose. Donc ce champ magnétique, il est partout. On sait qu'il a un impact et il est difficile à tracer. Donc on essaye de trouver des petites astuces pour le tracer. Donc il y a les poussières, il y a certaines molécules aussi qui deviennent un peu folles quand elles sont dans du champ magnétique. Elles commencent à avoir leur niveau atomique ou qui commence à changer. Donc ça crée des structures dans les spectres. Mais c'est encore, pour moi, en fait, quand j'y pense, je crois que c'est encore une des dernières dimensions de l'univers qui est encore cachée et qui nous reste à révéler. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle dimension qu'on n'a pas encore complètement explorée, comme les ondes gravitationnelles, d'ailleurs. Parce que jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup d'astrophysique électromagnétique. Oui, complètement. Et cette histoire de champ magnétique est effectivement très importante aussi pour les échelles plus grandes, les galaxies, les amas de galaxies, et même au niveau de la cosmologie, où il y a de nombreuses questions. D'où est-ce qu'il vient, d'où vient l'énergie, et où est-ce qu'elle part. Et donc, effectivement, c'est intéressant de voir qu'à toutes les échelles, il y a des questions qui sont similaires. J'ai l'impression qu'on a couvert pas mal d'aspects, des planètes aux conditions d'origine de la vie, enfin d'apparition, même si c'est un sujet en lui-même et qui est très vaste, formation planétaire, stellaire, les champs magnétiques, ton parcours. J'ai l'impression qu'on a tout abordé. Je vais te remercier, merci pour cette discussion, et puis on continue la nuit du Big Bang au Big Band avec la suite. Merci Anaëlle. Merci.
Et rebonsoir, rebonjour, nous sommes de retour en live, il est plus de 7h du matin et tout va bien, on n'est absolument pas fatigué. Voilà, exactement, on n'est pas fatigué, si un petit peu, mais on va pas le montrer. Est-ce qu'on a eu des choses intéressantes sur le chat, des questions, des remarques ? Alors oui, ça a beaucoup passionné dans le chat la différence entre Jupiter, les naines brunes et les étoiles qui font de la fusion. Donc est-ce que on a des astrophysiciens qui sont chauds pour parler de Jupiter? Alors je ne suis pas astrophysicienne, donc... Bah, moi la physique stellaire, j'ai pas bien suivi mes cours quand j'étais jeune. Bon, c'est vrai que le principe c'est quand même que non, les naines et tout, moi j'y connais rien, donc je vais pas pouvoir vous répondre. Alors j'ai peut-être un petit élément de réponse de mon côté. Je sais que les étoiles les moins massives qui existent, qu'on appelle des naines rouges ultra... Hein, tu peux regarder la caméra qui est là. Ah bonjour. Donc les étoiles les moins massives que l'on connaisse, qui sont ce qu'on appelle des naines rouges ultra froides, elles font environ 8% de la masse du Soleil. Et Jupiter fait environ 0,006% de la masse du Soleil. Et donc cette masse ne suffit pas pour générer des réactions de fusion nucléaire dans son cœur. Donc c'est une planète gazeuse, hein, comme vous pouvez le constater. Mais pour que Jupiter devienne une étoile, il faudrait rajouter 80 fois la masse de Jupiter pour arriver aux 8% nécessaires pour déclanger des réactions de fusion nucléaire dans son cœur, donc de dépasser les plusieurs millions de degrés au cœur de l'objet pour la transformer en étoile. Alors évidemment entre planètes gazeuses et naines rouges ultra froides, il y a une classe d'objets qu'on appelle des naines brunes. Je ne sais pas comment c'est défini, naine brune d'ailleurs, je botte en touche. C'est-à-dire c'est des personnes de petite taille qui ont les cheveux bruns, mais... Oui, alors je ne fais plus ce genre de blague maintenant, mais... Désolé. Attention. mais voilà. Des problèmes avec le premier épisode, peut-être? Non, pas du tout. Quel premier épisode? Celui qui n'existe pas. On est... Donc voilà, mais en tout cas il y a une classe d'objets qui s'appelle les naines brunes, qui sont pas suffisants pour générer de la fusion nucléaire dans leur cœur, mais qui sont quand même plus massifs que des géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. Voilà. Et bravo. Merci. Merci Sébastien. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres remarques? Visiblement pas. Est-ce qu'on a des dessins du coup, peut-être? Bien sûr. Là, donc, en fait, j'ai dessiné des planètes, non pas des planètes, des naines brunes ou des naines noires ou des naines rouges. J'ai dessiné des jeunes planètes qui viennent de naître avec leur tétine à la bouche. Voilà. C'est des bébés planètes. C'est bibou. Oui, Anaël nous raconte que nous sommes tous de la poussière d'étoiles. Ça claque mieux que déchets stellaires. Déchets radioactifs. On a eu un dessin comme ça hier quand on pète, en fait, c'est on crée des étoiles, on crée du gaz stellaire et ça crée des étoiles. Et donc, voilà, on est tous des poussières d'étoiles et on crée tous de la matière d'étoiles et je trouvais ça beau et poétique. Voilà. Magnifique. Donc on va d'élever le débat. Oui, bah écoute, il est 7h du matin, hein, les gens se réveillent.